Et nous recevons ce soir Hina Rabbani Khan, ministre pakistanaise déléguée aux Affaires étrangères. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes de passage à Paris. Commençons par la catastrophe qui a ravagé une partie du Pakistan. On sait que les images ont fait le tour du monde, au moins 1700 morts, 12 800 blessés. C'est le bilan de ces inondations qui ont frappé votre pays au mois d'août. On compte quasiment 8 millions de déplacés à l'intérieur des frontières pakistanaises et 600 000 personnes qui vivent dans des campements d'urgence. 3 mois après, quelle est la situation dans les zones sinistrées ? Eh bien, ce n'était pas des inondations normales, c'était un événement climatique déclenché par la crise climatique qui frappe à nos portes. Et le temps de réagir, c'est trop tard un petit peu. Il faut, pour pouvoir éviter ce genre de choses et comment nous adapter, ça va déterminer la façon dont la planète et l'humanité entière se comportera dans les années et les décennies à venir. Au Pakistan, nous devons voir quel est l'impact de quelque chose qui a affecté 33 millions de personnes. Je voudrais vous rappeler que 650 000 personnes, des hommes, femmes et enfants, c'est beaucoup de femmes enceintes qui ont dû accoucher sans avoir le secours de leur domicile. C'était le coût de cette crise climatique. Mais il semble que nous ne sommes pas en train de réagir suffisamment pour faire ce qu'il est nécessaire pour pouvoir faire face à ces crises. Parce que lorsque le Pakistan est frappé par une chose de cette énormité, quand on regarde les coûts, eh bien, il n'y a pas de fonds suffisants pour pouvoir nous adapter. Eh bien, il y a 100 milliards de dollars qui ont été engagés, mais pour l'instant, rien n'est arrivé. Et puis, 3 mois après la catastrophe, il y a toujours des zones qui sont sous 8 pieds, 2 mètres d'eau. C'est un désastre que personne n'a pu envisager, pas simplement au Pakistan, mais dans le monde. Personne n'en a souffert de cette manière-là. Et je crois que c'est un signe d'alerte. Il est temps de se réveiller à la réalité de cette menace existentielle. Alors on le voit, les besoins sont énormes. Vous avez évoqué l'eau. 10 milliards, c'est le coût estimé de la catastrophe de la part des autorités de votre pays. On estime aussi que la production de riz va chuter de 75%, 80% même, certaines sources disent. Comment le Pakistan, peuplé de 220 millions d'habitants, va-t-il faire pour éviter la famine dans certaines régions ? Eh bien, c'est une excellente question et une question importante. Et honnêtement, c'est très difficile d'avoir une réponse parce que, comme le reste du monde, on souffre de l'insécurité alimentaire. Il y a eu un impact massif de la crise ukrainienne sur la sécurité alimentaire à travers le monde. Le monde développé a souffert le plus en raison des prix de l'énergie, des prix de la nourriture. Et pour le Pakistan, cette inondation qui a affecté 800 000 hectares carrés de terre qui étaient de la terre agricole, le riz, le blé, et on ne pourra même pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir semer le blé à temps, puisque l'eau est toujours là. C'est un moment où on s'attend à ce que le monde montre ce qu'il peut faire pour les 33 millions de gens qui doivent être aidés, que le monde vienne et en solidarité de nous venir à notre aide et de soulager ces crises internationales qui ont affecté un peuple et une nation plus qu'elle ne le méritait. Et bien sûr, on continuera à parler sur TV5 Monde de cette catastrophe, vous l'avez dit, imputée au climat. On va maintenant évoquer un des grands dossiers de l'actualité. Le Pakistan est une puissance asiatique. Votre pays, jusqu'ici, on a le sentiment qu'il a refusé de prendre position clairement dans la guerre qui oppose la Russie en Ukraine. Est-ce que cela veut dire que, d'une certaine manière, le Pakistan soutient la Russie, mais qu'il ne veut pas le dire ? C'est une question bizarre parce que le Pakistan est un pays qui avoir une histoire assez longue, qui a envoyé beaucoup d'assistance humanitaire à l'Ukraine, parce que nous sommes conscients de cette crise humanitaire ici, en Ukraine.
Si vous regardez les votes qui auront s'être abstenus, nous devons apporter véritablement notre propre expérience du conflit. Nous demandons la cessation totale des hostilités parce qu'on n'arrêtait pas à un cessez-le-feu. Le Pakistan a clarifié dans son explication que le Pakistan ne peut pas soutenir cette agression et considère qu'elle est illégale. On a dit que nous sommes avec l'esprit de la résolution. Je crois qu'on cherche à diviser le monde entre oui et non, et qu'il n'y a pas de milieu. Mais le milieu, c'est-à-dire tout pays doit construire sur ses propres perspectives à arriver aux Nations Unies ce qu'il a appris de sa propre histoire et de l'histoire des pays qui l'entourent. Et ce que nous avons appris de notre expérience, c'est que 20 ans de conflit, finalement, aucun montant d'armes et d'argent ne suffisait pour le négocier. Il faut la négociation pour pouvoir mettre fin au conflit. La négociation, donc, vous dites, et le respect du droit international. Des obus pakistanais, selon plusieurs médias internationaux, notamment le journal français Le Monde, ont été authentifiés comme venant du Pakistan et utilisés par l'armée ukrainienne. Je dis bien par l'armée ukrainienne. Est-ce que c'est une information que vous nous confirmez? Et si oui, comment ces obus sont-ils parvenus aux Ukrainiens? Je peux confirmer que le Pakistan a livré à aucun des deux côtés d'obus. Le Pakistan ne fait pas partie du conflit. Le Pakistan a suffisamment de conflits dans sa petite cour pour pouvoir participer à d'autres conflits. Quand on arrive à comment c'est arrivé là-bas, le Pakistan a des exportations de munitions à petite échelle. Nous continuons à exporter cela vers d'autres pays, mais nous avons aussi des certificats d'utilisateur final. Donc le Pakistan n'aura pas la réponse à cette question parce que le Pakistan n'a pas vendu d'armes à aucun des deux pays impliqués dans ce conflit. Alors globalement, comment le Pakistan se positionne par rapport aux Occidentaux, par rapport à la Russie et par rapport à la Chine? Est-ce que c'est un pays qui est non aligné, comme on le disait autrefois, non aligné, ou est-ce qu'il penche plutôt vers la grande puissance qu'est la Chine, par exemple? Je ne sais pas ce que ça signifie, honnêtement, parce que est-ce que le concept d'égalité, c'est pas ça, que chaque pays fera ses propres choix, selon ses propres intérêts, selon ses propres besoins, ses propres principes, selon ses propres désirs, de la façon dont il veut que le monde soit? Nous voulons que notre région vive en paix et dans la stabilité. Donc on peut collaborer, coopérer régionalement et laisser notre peuple jouir des fruits de la coexistence pacifique. La violence doit être rejetée dans cette poursuite. Mais quand on arrive à la Chine, le Pakistan a été un partenaire solide de la Chine et aussi un partenaire du reste du monde. Nous avons géré cette position au cours des décennies passées. Maintenant, il semble que beaucoup de pays ont des problèmes avec le Pakistan. Donc, je crois que pour moi, cette question qui se soulève, c'est le monde cherche des contradictions. Mais le Pakistan ne veut pas de confrontation. Le Pakistan est contre l'idée d'un monde divisé en deux camps. Parce que le Pakistan, c'est la base d'une menace existentielle. Et le monde entier fait face à cette menace existentielle. C'est la mauvaise approche. Et en revanche, s'il y a une situation qui n'est pas pacifique, c'est bien entendu celle avec votre voisin, l'Inde. Il y a un conflit, l'un des plus vieux au monde, qui vous oppose, notamment sur le Cachemire. Et vous avez dit récemment, dans un entretien à nos confrères du Monde, vous avez déclaré que l'Inde était un État voyou et que le pouvoir indien discriminait les musulmans. Vous visez bien entendu le Premier ministre indien, Narendra Modi. Comment trouver l'apaisement avec tous ces éléments, la guerre dans le Cachemire, un État que vous jugez anti-musulman? Le monde a oublié, mais on ne peut pas oublier le fait que cette même personne, Modi, n'a pas eu le droit d'entrer dans deux pays que vous connaissez bien, c'est les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Alors, ils l'ont fait parce qu'il a tué des musulmans dans le Gujarat en tant que Premier ministre. Il est devenu le Premier ministre. Le Pakistan a tenté d'oublier son passé et voyons ce qu'il fait. Malheureusement, au cours des dernières années, il
il a construit un héritage de discrimination contre les musulmans, de réannexion du Cachemire, sans connaissance des droits de tous les musulmans qui sont en Inde, et toute personne qui n'est pas hindoue. Avec ce type d'héritage, avec d'un État nucléaire à l'autre, c'est un comportement d'État voyou. Le monde ne veut pas le voir parce qu'il est en amour avec la croissance économique. Pardonnez-moi de la couper, Madame la Ministre, mais c'est vrai que, alors dans ces cas-là, est-ce que les Occidentaux, notamment les États-Unis, sont plus indulgents avec l'Inde qu'avec vous? Joe Biden, il y a quelques jours, a déclaré que le Pakistan, qui avait l'arme nucléaire, tout comme son voisin indien, était dangereux. Votre pays est dangereux, dit le président des États-Unis. Et d'ailleurs, l'ambassadeur américain en poste à Islamabad a été convoqué illico presto. Est-ce que vous trouvez que c'est injuste de la part du président des États-Unis? Et est-ce que vous trouvez qu'il est de connivence avec le pouvoir indien? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que le département d'État a clarifié la situation. Les États-Unis considèrent le Pakistan est un État responsable, parfaitement équipé pour traiter de la sécurité nucléaire. Mais je voudrais vous rappeler un missile a été lancé d'un État à l'autre et qu'il a été dit que c'était un accident. Moi, j'aurais beaucoup de questions à poser sur cet État-là qui envoie des armes ou des missiles d'un État vers un autre, et avec un pays qui n'a jamais eu d'histoire d'accident, le Pakistan. Alors, il nous reste vraiment 30 secondes. Désolé, le temps file. J'aimerais juste votre réaction parce que vous êtes une femme musulmane, ministre. Je pense que vous attendiez à la question. L'Iran est un pays voisin. Quel regard portez-vous sur le soulèvement des femmes, pas seulement des femmes, mais en particulier des femmes aujourd'hui en Iran pour la liberté? En tant que politique, on ne commente jamais d'affaires internationales à l'étranger, mais en tant que femme musulmane, je pourrais dire que de mon point de vue, un pays comme le Pakistan représente ce qu'un pays musulman peut être. Je crois que imposer n'importe quel type d'exigence, c'est quelque chose que chaque pays doit voir de son point de vue, mais le Pakistan est fier de dire que dans notre pays, les femmes sont bien représentées dans tous les forums et que le choix est donné aux femmes de pratiquer leurs propres croyances religieuses. Et je pense que dans le voisinage, tout ira vers des résolutions pacifiques. Merci beaucoup. On terminera sur ce mot pacifique. Merci Hina Rabbani Khan, ministre pakistanaise déléguée aux Affaires étrangères. Merci encore.